Louis. Dans la série Succession, les 3 enfants de Logan Roy, un grand magnat des médias qui s'est fait tout seul, se disputent l'amour et l'attention de leur père, et tout se joue sur la place qu'ils essaient respectivement d'obtenir au sein de l'entreprise. Pas besoin d'avoir un père qui a fondé un empire pour que les histoires de transmission, de succession et de patrimoine familiaux réveillent des rivalités, des souffrances longtemps tues ou des combats féroces. D'autant plus que ces dernières années, la réalité économique de la France a changé. On retrouve des niveaux d'inégalité comparables à ceux du XIXe siècle. Celui dont les romans regorgent de rentiers qui ne savent pas quoi faire de leur temps, de travailleurs exténués par leur labeur et de rastignacs qui, pour atteindre la fortune, ne peuvent compter que sur de beaux mariages. La France est redevenue un pays d'héritiers. Ce que ça veut dire concrètement, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu plus compliqué qu'il y a 50 ans d'accéder à la propriété avec son seul salaire. Et cette question ne concerne pas que les privilégiés. Si seulement 13% des Français héritent de plus de 100 000 €, seuil à partir duquel s'appliquent des droits de succession, on est presque tous concernés par l'argent qui circule dans les familles et les biens matériels qu'il faudra se partager. Dans une période où les protections collectives s'effritent, les services publics, la sécurité sociale, le sentiment de solidarité, ce que l'on se transmet en famille, la façon dont on s'aide financièrement et dont le patrimoine circule, prend d'autant plus d'importance qu'on ne peut plus vraiment compter sur grand-chose d'autre. Mais compter sur un patrimoine familial, c'est aussi s'inscrire dans une histoire, dans un ordre déjà écrit. Est-ce qu'on peut vraiment le faire sans y laisser un morceau de sa liberté ? Qu'est-ce qu'on se doit et ne se doit pas en famille ? Comment parler de ce partage, matériel, symbolique, sans tout faire exploser ? Je suis Marie Misset, bienvenue dans Émotion. Émotion. Je me suis sentie soulagée, j'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça me fait rire, ça me fait rire. Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, et j'en veux encore. Mais j'avais pas vu venir ça du tout, mais quoi ? Mais je suis à fond. Émotion. 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 J'ai mis du temps à trouver des gens prêts à témoigner dans cet épisode. En revanche, j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient peu ou prou la même chose. On ne doit rien à ses parents. C'est eux qui nous ont mis au monde, c'est de leur responsabilité de nous assurer un avenir décent, le soin, un logement, des études. Ces mots qui reviennent peuvent être douloureux à entendre pour qui n'a pas bénéficié de ce soutien, parce qu'il y a des parents défaillants ou des parents qui n'ont pas les moyens. Ils traduisent bien les attentes qu'on a aujourd'hui envers notre famille. Un soutien sans condition, une rampe de lancer vers l'avenir. Ils disent moins le prix qu'il y a parfois à payer pour y avoir droit. C'est ce que raconte l'histoire de Mukhaji. Elle a 46 ans aujourd'hui. Quand je l'ai appelée en visio, elle m'a prévenue de la présence de son mari Romaric, son conjoint depuis plus de 30 ans, tant l'histoire est douloureuse pour elle. Il a été témoin de tout ce que j'ai traversé et à la fois, il a été aussi une épaule pour moi à chaque instant. Donc, c'était important pour moi d'avoir son soutien. Mukhaji est arrivée en France à 7 ans chez sa grande sœur. À l'époque, personne ne lui a dit qu'elle quittait définitivement le Congo. On nous avait dit, en fin de compte, vous partez en France pour des vacances et vous serez de retour très rapidement. Je suis scolarisée sur 6 mois à Paris. Je vais à l'école, je tairai le nom. Après 6 mois, c'est peut-être pendant les vacances d'été où justement elle nous dit vous allez aller en vacances chez des personnes, ils vont s'occuper de vous et ça va bien se passer. On est enfant, on fait confiance. Pour la 2e fois, on ment à Mukhaji, qui vient en fait d'être placé en famille d'accueil. Lorsque j'arrive dans cette famille, l'accueil est très chaleureux. Ma mère adoptive me dit tout de suite, la personne qui m'accueille me dit tout de suite, appelle-moi maman, appelle le papa et voici tes frères et sœurs. Tu es notre fille maintenant,
Voilà, pour moi, c'est mes parents adoptifs. Et je vois en fait que dans cette famille, il y a 3 enfants blancs et 2 enfants, pour moi, je ne sais pas de quelle origine, mais de couleur. Mais c'est mes frères et sœurs et l'enfance, enfin, j'adopte très vite cette famille et ça se passe bien. Ça se passe bien à peu près jusqu'à mes 10 ans. Et ensuite, on déménage pour aller dans une autre ville. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a une différence qui est faite entre les enfants biologiques et les enfants adoptés, je vais dire ça comme ça. Mais ouais, finalement, l'adoption se passe pas si bien que ça parce que ma mère adoptive est très dure. Elle a des paroles très, très blessantes avec moi, souvent. Et souvent, elle me rappelle en me disant que si elle ne m'avait pas accueillie, je serais restée en Afrique et certainement morte. Donc, en gros, elle m'a sauvé la vie. Il faut que je sois gentille et reconnaissante. Pour la petite fille qu'est Mukaji, le message est très simple. Elle doit tout à ses parents adoptifs. Elle est leur fille, c'est ce qu'ils disent, mais sous condition. Ce qu'on explicite clairement à cet enfant, c'est qu'elle est en dette. La dette, c'est un mot qu'on a du mal à appliquer à la famille, mais qui pourtant la traverse en permanence. C'est ce que m'explique Isabelle Juès. Elle est médiatrice familiale et avec son cabinet Accalmie, elle s'est spécialisée dans les conflits qui entourent les successions. Depuis 30 ans, elle explore avec des familles ce que le patrimoine transmis fait à nos liens. Et pour me faire comprendre que les soins dont nous entoure notre famille ne sont pas tout à fait gratuits, elle utilise une chanson. Il y a une chanson, c'est Anne Sylvestre, je crois. Alors en fait, on a vérifié, c'est Marie Laforêt. Qui énumère tout ce qu'elle a dépensé pour son enfant, la liste de tout ce qu'elle a donné. Et en disant, bon, et ça, c'est cadeau. Mais sauf que voilà, c'est cadeau. Et quand on reçoit un cadeau, c'est un cadeau finalement dont on doit faire quelque chose. Parce que les cadeaux, ce n'est jamais vraiment gratuit. C'est le célèbre essai sur le don du sociologue Marcel Mauss qui l'explicite. Un don nous engage à 2 choses. On doit le recevoir et on doit le rendre. Pas forcément à la même personne, mais le rendre quand même. Selon lui, c'est le ciment de la société et en premier lieu de la famille. Pour le comprendre, Isabelle Juès utilise l'image des maillons d'une chaîne. Les relations, en fait, elles sont toujours réglées comme ça, c'est-à-dire que on donne, et donc quand on donne, on met l'autre en dette. À ce moment-là, il faut qu'il rende. Et pour rendre, soit tu rends à celui qui t'a donné, soit tu rends au suivant ou à quelqu'un d'autre, mais pour te dégager de la dette. Et d'ailleurs, c'est tellement ancré dans l'inconscient collectif que quand quelqu'un dilapide un héritage, on dit qu'il le dilapide. Alors que, logiquement, il aurait dû le garder pour le transmettre à ses enfants. Alors que, en vérité, on a le droit de dilapider son héritage. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas cette liberté-là ? Mais en fait, c'est pour ça que j'utilise l'image d'une chaîne, parce que on n'est pas totalement libre de faire ce qu'on veut de l'argent qu'on reçoit, parce qu'on se sent en dette par rapport à ça. Cette dette, on la ressent plus ou moins fort selon les situations, et elle n'a pas besoin d'être exprimée pour exister. Emma a 27 ans, elle a passé plusieurs années à l'étranger avant de rentrer squatter un peu chez son père. Le temps de trouver une direction à prendre, un endroit à habiter. Mais elle n'a pas retrouvé la chambre de son enfance qu'elle avait laissée en partant. En fait, j'avais une chambre où j'ai un escalier indépendant. Donc toute mon adolescence, c'était là-bas, mon petit endroit, mon cocon. Je suis partie au Canada pour des études et ma chambre, du coup, on a fait juste une cloison travaux et ça a permis de pouvoir la louer. Donc mon père pour m'aider dans les charges, parce que quand même ils m'ont aidé pour mes études, mes parents. Il y avait cette chambre qu'on mettait en location, donc c'est resté loué quand je suis rentrée. Moi j'étais un peu déçue, mais de manière très rationnelle, je comprends les choses. C'était juste pour cette transition-là, j'avais un peu envie que mon espace d'avant, je puisse le retrouver. Et je l'ai un peu évoqué, et je voyais que ça passait pas, donc par fierté, on se dit on n'en reparle pas. Juste foncièrement, moi je vois mon père qui se tue à la tâche de base pour aussi avoir ce cadre de vie. Là, moi, je suis adulte, je travaille, je gagne mon argent. J'avais pas envie de
profiter un peu de la situation aussi. Emma a l'impression de ne plus avoir sa place, mais elle n'ose pas réclamer sa chambre, elle se tait. Et visiblement, elle se rappelle aussi de ce qu'elle doit à son père, qui s'est donc tué à la tâche, en dehors de son boulot de fonctionnaire, pour que justement, elle ait cette chambre. Au début, il a acheté un petit studio où on a habité dedans tous les deux quand j'étais petite. Après, il a revendu, on a été encore ailleurs, dans un autre chantier. Et à chaque fois, il retapait vite l'espace où moi je dormais pour pas que je sois embêtée par les travaux, la poussière, etc. Et en fait, moi je me rendais pas compte, mais lui, il dormait dans le chantier poussiéreux. Donc ça, quand tu le réalises, quand tu grandis, etc., que oui, lui, il s'est sacrifié. Après, c'est pour lui aussi. C'est un sacrifice qu'il a fait pour lui et pour moi, que je sois dans les meilleures conditions. Maintenant, oui, il faut forcément que je reconnaisse ça. C'est un discours qu'il a jamais eu quand j'étais petite et qu'après, en grandissant, pour aussi montrer un peu la valeur du travail, etc., où il m'a plus montré et dit vraiment les choses, quoi. C'était en mode, c'est normal, je fais ça pour toi, je suis heureux de le faire. Ce mot sacrifice, il est très fort. Et il fait qu'on peut se sentir redevable. Emma me raconte aussi qu'elle a longtemps aidé son père sur les chantiers ou en faisant des ménages pour les appartements qu'il loue, parce qu'elle lui doit bien ça, et ça, c'est moi qui le dis. Pour Mukaji, à qui on rappelle constamment qu'elle est en dette depuis son adoption, ça devient trop dur à l'adolescence. Alors elle fait des fugues, et elle rencontre Romaric à 12 ans et demi, le même qui est avec nous en visio. Je tombe enceinte, j'ai 15 ans et demi. Et à partir de ce moment-là, ma mère adoptive nous met à la porte, un hiver de mois de décembre. Et là, je coupe les ponts, parce qu'elle m'a mis dehors. Ce sont les parents de Romaric qui les aident, qui leur trouvent un logement, qui s'occupent de leur fille Jade pour qu'ils puissent finir leur lycée, puis faire des études, qui remplissent en fait leur rôle attendu de parents. Je vis comme ça, mais il me manque quelque chose. Mes frères et sœurs me manquent, et quelque part, même s'ils étaient durs, c'était quand même la seule famille que je connaissais finalement. Et à la naissance de ma deuxième fille, en revenant sur Nantes, j'ai décidé en fait de renouer avec ma famille, avec mes parents, parce que c'était un besoin. Et quand je suis arrivée, ma mère adoptive, elle m'a dit, m'a bien fait comprendre. De toute façon, t'es partie, tu assumes et en gros, demande pardon d'être partie. Alors que c'est elle qui m'avait mise dehors et ça se passe pas bien. Pour les fêtes de Noël, mes enfants n'ont pas les cadeaux ou des choses comme ça. Bon, ça reste matériel, mais je me sens toujours comme si elle se vengeait. Le fait que je sois partie, comme si maintenant que t'es revenue, voilà, c'est toi qui es revenue, tu fais avec ce que je te donne. Je ne sais pas pourquoi. J'étais à la recherche d'une famille, en fait. J'étais tellement en souffrance que peu importe ce qu'on me donnait, je prenais finalement. Et c'est là qu'on voit que le don en famille n'est pas un simple don. Il explicite l'appartenance au groupe famille. Dans son livre « L'injustice en héritage », la philosophe Mélanie Plouvier démontre que notre conception de l'héritage est archaïque. En partant d'Émile Durkheim, père de la sociologie, elle retrace une époque où les groupes familiaux étaient très grands, sans parfois lien de parenté très clair, et explique alors que ce qui faisait famille, ce qui rattachait les individus à ce groupe, étaient les choses que l'on se donnait et se léguait. Dans cette conception, non seulement la famille se transmet un patrimoine qui assure la survie du groupe, mais le patrimoine fait la famille. Pour Emma, qui estime que son père a sacrifié une partie de son confort pour elle, c'est comme ça que fonctionne son système familial au sens large. Tout le monde doit contribuer au patrimoine commun qui représente leur groupe. C'est parce que c'était le climat familial aussi, où mon père a toujours sacrifié justement pour ses parents. C'est lui qui a toujours tout rénové, qui a entretenu le jardin. Avant, mes grands-parents habitaient dans un truc où il y avait beaucoup de terrain. Donc il y avait des arbres à entretenir, c'est lui qui a fait ça tous les week-ends. Et la famille, c'était la famille, on doit s'aider. Puis nous, dans notre famille, on fait des ménages et des locations et des rénovations, donc on fait tout ça.
ça faisait partie de notre système et de notre relation et notre manière d'interagir entre nous tous, quoi. Et pour en avoir parlé, par exemple, j'ai des cousines et elles m'ont toujours dit « Ah ouais, c'était trop chiant quand on venait en vacances, fallait couper les arbres et du coup ramener les feuilles, machin et tout. » Garder en tête que, pareil, encore une fois, dans notre famille, ça fonctionnait comme ça. Quand on était en vacances, on était là pour, à notre échelle, un peu tous participer. Ce qu'elle rajoute, c'est que ce système, le fait de tous devoir participer sur son temps libre à l'entretien du bien familial, il vient pas de nulle part. On vient aussi d'une famille, on est d'origine arabe, là-dedans aussi tunisienne, les caractères, ils sont compliqués, hein. Moi, je vous le dis, la vieillesse, ça aide pas, mais il y a aussi des choses de la mentalité qui sont fondées aussi sur le fait que mon grand-père, il a pas eu la même enfance, ni dans le même pays. Donc, les traditions n'ont pas été les mêmes, les mentalités encore moins. Dans Hériter, une grande enquête sur l'héritage publiée en 1988 chez PUF, la sociologue Anne Gottman expliquait le rôle que pouvait avoir la construction ou la constitution d'un patrimoine immobilier pour les familles d'origine rurale ou modeste. Elle en a même fait un groupe à part dans la typologie des héritiers qu'elle a créés. Elle les a appelés les bâtisseurs. Pour eux, écrit-elle dans Hériter, la pierre est une place au sens social du terme. C'est une façon d'inscrire définitivement la famille dans un espace et de marquer la fin d'une dépendance. Et transmettre ce bien, c'est transmettre cette place. Dans le cas d'une famille d'immigrés, qui est déjà par essence coupée de sa racine, construire sa famille autour d'une place qu'on réussit à se créer, ça a un sens très fort. Ce que l'histoire d'Emma me rappelle aussi, c'est à quel point les relations familiales, qu'on le veuille ou non, ce sont des relations économiques, même quand il s'agit de ramasser des feuilles pour ses grands-parents. Dans un excellent épisode de la série Les idées larges diffusée sur Arte, intitulé « Héritage, peut-on compter sur la famille ?», la sociologue Sybille Golac, co-autrice de l'ouvrage Le genre du capital, comment la famille reproduit les inégalités, l'exprime très clairement. Les relations familiales sont des relations économiques. C'est des relations économiques dans des logiques de solidarité quotidienne, voilà, des grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants le mercredi. Parfois, c'est des relations moins quotidiennes, c'est payer le loyer d'un enfant qui va faire des études, payer en partie pour la maison de retraite de ses parents. Puis il y a des transferts beaucoup plus énormes, comme les successions, transmettre une entreprise de père en fils. Et en fait, ce qui nous a intéressé, c'était que ces relations économiques, elles sont prises dans des logiques de production domestique, de solidarité quotidienne, mais aussi dans des enjeux de plus long terme. Et là, pour le comprendre, on a utilisé la notion de stratégie familiale de reproduction de Bourdieu, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de pratiques dans les familles et même de récits, de discours qui ont pour objectif, alors conscient ou inconscient, comme dit Bourdieu, de transmettre un statut social de génération en génération. Pour Amélie aussi, faire famille et travailler pour un patrimoine commun a longtemps été lié. Je l'ai rencontrée chez elle à Paris, où elle s'est installée il y a maintenant 2 ans. Elle a 46 ans et elle est en pleine reconversion professionnelle. On s'installe sur ton canapé ? Si tu veux, ouais. Ouais, c'est mieux parce que comme j'ai qu'un seul micro, pour pas que je tourne le bras. Comment tu fais pour que ce soit aussi rangé ? Non mais c'est très impressionnant. Si Amélie est en reconversion, c'est que tout le début de sa vie professionnelle, elle l'a consacré à l'entreprise familiale dont elle ne fait aujourd'hui plus partie. En grandissant, Amélie ne pensait pas qu'elle travaillerait un jour en famille. On était fabricant de matériel d'élevage et c'est mon grand-père qui avait créé la boîte dans les années 60. Mon père ensuite qui était à la tête de la boîte et en fait, moi j'ai travaillé pendant 13 ans dans ce business familial où donc je travaillais avec mon père, ma mère et ma sœur. Il n'y avait pas le côté un jour ce sera votre tour, un jour ce sera à vous, tout ça. Il n'y a jamais eu de pression là-dessus. Moi d'ailleurs j'ai fait des études d'art, donc j'étais pas du tout partie pour travailler dans le business familial. Ça n'a jamais été du tout quelque chose que je voulais faire. Au début, ma sœur non plus. C'est un peu arrivé plus tard après les études. C'est vrai que ça a toujours été dans notre quotidien, mais après, mes parents se sont séparés aussi quand j'avais 15 ans, mais ils ont continué à travailler ensemble. À ce moment-là, la famille nucléaire de Amélie survit à sa propre dislocation,
un peu grâce à l'entreprise. Et Amélie, qui n'était pas partie pour s'inscrire dans cette histoire familiale, finit, elle, par y prendre goût. J'avais un peu peur. Donc d'abord, j'y ai travaillé officieusement, j'ai aidé un peu. Puis mon père m'a proposé... j'ai aidé sur les salons. Comme ça, quand il y avait des clients qui parlaient anglais, j'étais là pour aider. Et après, il m'a demandé de venir faire un voyage avec lui dans les pays de l'Est, où il fallait faire une conférence de presse sur la boîte et tout ça. Et j'ai adoré, en fait. J'ai adoré le truc, j'ai adoré l'ambiance, et j'ai adoré les gens du milieu agricole. Et après, voilà, de plus en plus. Mais ça s'est fait de manière très douce, très progressive. Je me suis pas sentie obligée, et ça s'est fait vraiment petit à petit. Et c'est parti vraiment au début, très peu de motivation à vraiment quelque chose qui m'animait. Enfin, je me suis rendu compte en faisant des salons que c'était un beau produit qui portait mon nom et qui était le leader français. L'entreprise est vraiment le socle de cette famille. On l'entend dans les mots d'Amélie, elle est aussi une fierté. Et contribuer à sa croissance, c'est un acte qui a du sens pour elle, il en va de son propre nom. Mais aujourd'hui, Amélie n'y travaille plus et n'a même pas de part au sein de cette entreprise. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On en reparle dans quelques instants. En 13 ans, beaucoup de choses peuvent arriver. Sa sœur, qui a un rapport un peu conflictuel avec son père et qui n'a pas vu l'arrivée d'Amélie d'un très bon œil, finit par quitter l'entreprise. Et puis finalement, en 2012, c'est elle qui pète un câble et qui part de la société, en fait. Elle quitte son mec de l'époque, elle quitte la France, elle part vivre à La Réunion et elle quitte la boîte et pendant 7 ans. À ce moment-là, Amélie se dit qu'elle va peut-être devoir reprendre la boîte. Mais rien n'est jamais vraiment formulé. Elle continue à bosser avec son père et sa mère en se disant qu'elle a le temps d'y penser. Et puis, intervient une tierce personne. J'ai un collègue de 2012-13 jusqu'à la fin. Bref, je m'entends pas super bien avec lui, mais bon, peu importe. On arrive quand même à travailler ensemble. En fait, c'est quelqu'un qui a un peu, je trouve, un peu trop les dents, qui raye le parquet, qui a pris mon père un peu pour son père spirituel. Et en 2018, j'apprends d'un seul coup qu'il part en vacances chez ma sœur à La Réunion. Je comprends pas parce que je savais même pas qu'ils étaient potes, qu'ils se connaissaient plus que ça. Et j'appelle ma sœur en lui disant bon voilà, j'ai pas trop confiance en lui, il va sans doute beaucoup te poser des questions et je sais pas, j'ai l'impression qu'il va essayer quelque chose, ça me plairait pas trop qu'il se passe quelque chose entre vous. Et elle me rassure en me disant oui, de toute façon, je suis pas du tout intéressée, il y a pas de problème et tout. Et elle me disait plus je suis loin et moins j'ai envie de revenir au final. Ok, donc j'avais ça en tête. Et puis il y a les 60 ans de mon père et donc on invite famille, amis et puis quelques collègues de travail avec qui il s'entend bien, dont ce mec-là. Et pendant la soirée, ils affichent leur relation d'un coup, dont personne n'était au courant. Pour Amélie, c'est un peu une trahison, cette relation que sa sœur lui a cachée, avec un homme qu'elle soupçonne de vouloir remplacer son père. Et quelque temps après, sa sœur, qui n'était plus intéressée par l'entreprise, change d'avis. Et après, elle est revenue donc dans la société. Quelques mois après, elle a quitté donc La Réunion. Elle est revenue s'installer en France. Peut-être que Amélie réécrit un peu l'histoire. Mais ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est qu'à ce moment-là, elle a tout de suite su que sa sœur voudrait reprendre l'entreprise avec ce fameux collègue et que ce serait sans elle. 2 ans plus tard, elle envoie un long email qui s'appelle « Avenir », en un seul mot. D'abord, il y a le paragraphe sur mes parents, c'est « Si vous restez, la boîte coule, donc c'est mieux si vous partez, moi je vais réussir à sauver la boîte. Et toi, t'as jamais pensé à ce que je pourrais te racheter tes parts? T'as plus envie de t'occuper de ton enfant, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis prête à tous les sacrifices, même familiaux. » Elle avait même écrit ça. Donc, et elle était enceinte à ce moment-là de sa 2e fille. Bref, après cet email-là, on se réunit pour parler de ça. Et on dit tous les 3 « OK » pour partir. Amélie dit qu'elle sent à quel point son départ est voulu.
et qu'elle a toujours senti que sa sœur préférerait qu'elle ne soit pas là. Alors, elle est sortie de l'entreprise familiale avec sa mère, tandis que son père a gardé des parts. Aujourd'hui, elle ressent encore pas mal de rancœur et n'aime pas la brutalité avec laquelle tout ça a eu lieu. On sent bien dans les émotions qui la traversent encore 2 ans plus tard qu'il ne s'agit pas vraiment d'une histoire d'argent, puisqu'elle a touché sa part, mais plus de l'attention que ses parents lui portent dans cette histoire, où elle a pourtant donné beaucoup. Mon père, tout lui passe au-dessus de la tête, lui. Il est content de partir en retraite et de s'occuper d'autre chose. Il est en train de construire sa piscine chez lui et il est content. Il n'y a pas de problème. Ça m'énerve. Ouais, j'aimerais qu'il prenne plus position. J'ai demandé à Anne Gottman, la sociologue qui a publié une grande étude sur l'héritage en 1988, pourquoi est-ce que ce moment de la transmission était un moment si crucial pour une famille, si explosif. Elle m'a répondu depuis chez elle. Je dirais que l'héritage, c'est structurellement une crise du groupe, au sens où les places bougent. Il y en a une qui disparaît et qui va la prendre, etc. Donc, j'allais dire que quand on dit qu'on se dispute pour l'héritage, j'allais dire c'est normal. Je veux dire, il n'y a pas seulement un problème de partage de biens, mais il y a un problème de partage de place. De place entre frères et sœurs et de place dans l'amour des parents. C'est sûrement ça qui continue de travailler Amélie, alors qu'elle n'était même pas vraiment sûre de si elle voulait reprendre l'entreprise ou non. L'absence de reconnaissance dont elle a souffert, et sa mère aussi. Le dernier jour de mon travail, on n'a pas fait de pot de départ avec ma mère, on n'a pas fait de pot de départ, on est parti sans rien dire, sans qu'il se passe quoi que ce soit. C'était assez dur. C'est vraiment par mes clients que j'ai trouvé la reconnaissance dans mon travail et pas du tout par mes collègues ou par mes parents ou par ma sœur. Personne de la boîte, seulement de mes clients. Ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que ce que me dit très bien Anne Gottman quand on se parle d'héritage, c'est une lutte pour une place, mais c'est aussi un certificat d'adhésion à cette famille. L'héritage, c'est une reconnaissance. Ne pas être inscrit dans l'héritage, c'est une rupture de reconnaissance. C'est un choc violent, une violence symbolique forte. Et c'est là qu'on comprend à quel point l'héritage, en tant qu'inscription dans la lignée, c'est fondamental. On n'y pense pas, mais c'est ça au fond. C'est l'histoire que Mukherjee me raconte en creux. Souvenez-vous, elle avait renoué avec sa famille adoptive à la naissance de sa 2e fille. Lorsque son père adoptif décède, sa mère adoptive décide de lui donner un papier qui provoque un choc immense chez elle. Et en février de l'année d'après, on commence à ranger les papiers un petit peu. Et là, elle me tend en fait des documents sans rien me dire. Et je vois un livret de famille. Et en fait, dans le livret de famille, je suis toute seule. Et je ne sais pas trop quoi en penser sur le moment. Je ne lui demande pas non plus, mais je ne comprends pas qu'il n'y ait pas d'affiliation, de frères et sœurs. Je suis vraiment toute seule sur le livret de famille. Donc, elle ne m'explique rien là-dessus. Et là, je comprends en fait que finalement, je n'ai jamais été adoptée, que je n'ai pas de lien directement avec la famille. Je comprends que depuis mes 7 ans, en fait, je vis dans une famille où je suis seule. J'ai tellement mal au cœur que je suis émue, là. Malgré tout, malgré cette blessure qui vient s'ajouter aux autres, Mukherjee reste auprès de sa mère adoptive quand celle-ci rechute d'un cancer. En fait, c'est ma sœur et moi qui nous occupions de notre maman. Moi, je finissais mes nuits parce que je travaillais de nuit à cette époque-là. Je venais directement le matin, je passais la journée avec elle, même à la changer, ses protections parce qu'elle pouvait plus rien faire par elle-même. Elle continue d'essayer de montrer à cette famille qu'elle mérite sa place. Mais l'injustice finit par atteindre son paroxysme au moment de la mort de sa mère adoptive. Elle finit par décéder. C'était en août. On fait ce qu'il faut, l'enterrement se passe, mais mes frères et sœurs qui n'avaient jamais été là viennent
à l'enterrement. C'était un moment très compliqué. Et en fait, une semaine après tout ça, j'ai ma sœur avec qui je m'entendais bien qui m'appelle et qui me dit « Est-ce que tu as eu le notaire au téléphone ?» Je lui dis « Non, j'ai pas eu le notaire. » Elle me dit « C'est bizarre, je vais le rappeler, je vais voir. » Et finalement, peu de temps après, elle me rappelle et elle me dit « Je suis désolée pour toi, mais tu n'es pas sur le testament. » Sur ce testament, il y avait le nom du chien qu'elle voulait que ma sœur garde, mais il n'y avait même pas une ligne pour moi, quoi. Même pas pour mes enfants non plus. Alors pour avoir le droit à sa part, Mukaji continue de se taire et de demander du bout des lèvres ce qu'on lui a promis. Et ça, il n'y a rien de pire que de quémander, d'attendre des nouvelles. Et pendant qu'on attendait tout ça, effectivement, avec ma sœur, on a vidé cette maison pendant 5 ans. Les 3 autres, aucune aide. De toute façon, ils sont sur le testament, donc pour eux, voilà. Mais vider une maison où il y a 30 ans de vie, et ça, il y avait ma place pour ça. Pour tout ce qui est très dur, on sait m'appeler. Jusqu'à ce qu'elle comprenne, au bout de 6 longues années que dure la succession, qu'elle n'aura rien. Sa sœur, dont elle est la plus proche et qui lui avait promis qu'elle partagerait avec elle une fois que tout serait finalisé, meurt quelques jours avant la fin de la succession. Le reste de la famille lui dit qu'elle n'aura rien, que si ses parents ne lui ont rien légué, c'est qu'il doit y avoir une raison. Ici se brisent les règles élémentaires du don édictées par Marcel Mauss. Quand le don n'est pas rendu d'une manière ou d'une autre, le lien social est brisé. Isabelle Juès m'explique que parfois, à l'issue d'une médiation au sein d'une famille au moment de la transmission, la solution pour que ceux qui viennent la voir puissent vivre sereinement la suite, c'est la séparation. Mais pour que cette séparation laisse des traces moins douloureuses que celles qu'on entend dans la voix de Mukaji, il est bon que les conflits puissent être au moins exprimés, si ce n'est réglés. Et c'est tout l'inverse qui se passe dans la famille d'Amélie. Je me dis, c'est trop compliqué, ça va être trop de batailles. J'ai pas envie de me battre. Trop de conflits. J'ai toujours détesté le conflit. Moi, même quand on était petite, c'est vrai que souvent, elle y allait au conflit et je trouvais que c'était assez admirable quand, par exemple, mon père nous criait dessus. Elle se révoltait. Moi, je pleurais. C'était un peu toujours ça, cette différence qu'il y avait entre nous. Moi, j'arrivais pas à me révolter, à aller au conflit. J'ai toujours été à vouloir arrondir les angles. Mais qu'est-ce qu'il a de si terrifiant, ce conflit, surtout en famille ? Déjà, le conflit, c'est quelque chose de compliqué, de difficile à vivre. On essaye d'éviter le conflit, on a peur de son aspect destructeur, de la face d'ombre du conflit. Et dans les familles, encore plus. C'est-à-dire que dans les familles, il y a une espèce d'injonction de bonne entente. Et donc, le conflit, c'est encore plus dangereux parce que ça risquerait de faire exploser la famille. Peut-être que être en conflit, ça voudrait dire qu'on s'aime plus, ça voudrait dire que la famille n'existe plus. Dans le cas d'Amélie, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'elle redoute, la dislocation de cette entité familiale. Quand ses parents se sont séparés, l'entreprise restait garante de l'existence de leur famille en tant que groupe. Ensuite, elle n'a pas approuvé les méthodes de sa sœur, mais elle s'est tue pour littéralement la paix des familles. Le résultat a un goût amer, l'impression que son travail a été effacé, pas reconnu, et que son attitude conciliante, justement pour éviter le conflit, pour garder la famille unie, n'est jamais valorisée. Moi, j'ai toujours fait attention à bien faire les choses. Je pique pas de crise, je fais attention, je m'efface. Et j'ai l'impression qu'ils reconnaissent pas ça, ou qu'ils le voient pas. Il y a comme un nœud ici. C'est comme si elle avait tout fait pour que sa famille reste un groupe, qu'elle s'était sacrifiée, alors qu'en fait les autres n'ont pas l'air d'avoir cet objectif en tête. Amélie a pris sur elle pour la survie d'un groupe qui peut-être n'en demandait pas tant. C'est pour ça que le conflit est utile, me dit Isabelle Juès. Il sert à comprendre les besoins et les attentes réelles des uns et des autres.
Le conflit, c'est quand même un mode de relation. Et c'est par le conflit qu'on apprend à se sociabiliser. C'est-à-dire que c'est dans le conflit familial qu'on apprend l'existence de l'autre, qu'on prend conscience de l'existence de l'autre. Donc le conflit, c'est vraiment... Il y a une dimension d'altérité qui est essentielle, et encore plus dans les familles, dans les fratries. La dimension d'altérité, elle existe beaucoup, parce que c'est tout d'un coup, on prend conscience que on n'est pas l'unique par rapport aux parents, mais il y a l'autre. Et c'est dans cette confrontation-là que finalement on peut admettre l'existence de l'autre ou accepter la différence. On apprend à accepter la différence dans le conflit, dans les familles. Sans conflit, on continue à projeter sur les autres des envies, des attentes ou à taire les siennes. Elle me raconte une histoire assez parlante qui a eu lieu dans son cabinet. Les gens arrivent avec des idées en disant moi je veux vendre la maison ou bien non, moi je veux garder la maison. Donc ça, c'est une position. Tiens, je suis en train de penser à une situation. Celle qui disait je veux garder la maison. Elle disait moi cette maison, en fait, moi je veux surtout la garder parce que je sais qu'elle compte pour ma sœur, cette maison, et que ma sœur n'a pas les moyens de la garder. Et la sœur en question, qui était là, qui entend ça, et qui dit mais moi, j'adore cette maison, mais moi, en fait, mon rêve, c'est d'avoir une maison à moi que j'aménage comme je veux, dans laquelle je me sentirais pas coincée par le fait que, oh là là, est-ce que j'ai le droit de jeter tel meuble ? En exprimant chacune leur point de vue, ces sœurs se sont rendues compte qu'elles avaient toutes les deux projeté sur l'autre des désirs ou des besoins que l'autre n'avait pas. En plus de ça, que ce soit dans ou hors cabinet de médiation, le conflit, quand il explose, peut permettre de redéfinir la relation et même le système familial. C'est ce qui est finalement arrivé pour Emma et les siens. À un moment, mon grand-père, ou ma grand-mère, je sais plus, voulait donner de l'argent pour mon père pour ce qu'il avait fait, Frogny, etc. Et lui, il était là, bah non, en fait, je suis pas un employé, hein. Mais en fait, avec la vieillesse et ça s'est retourné contre mon père. Mes grands-parents, ils ont été imbuvables avec lui là pendant 1 ou 2 ans dernièrement. Et jusqu'à ce que même mon grand-père dise que mon père est un voleur, qu'il a fait tout ça pour que ça lui profite que à lui, qu'il a volé la famille. Alors que c'est très dur quand t'as toute ta vie travaillé, je parle en son nom, mais mon père, toute sa vie, il a travaillé pour justement que son père lui donne de la reconnaissance, et qu'à la fin de ta vie, tu te prends en mode t'es un voleur, voyou, etc. Ce conflit est extrêmement douloureux pour le père d'Emma. C'est l'aîné de sa famille. On peut deviner que dans sa tête, il a fait sa part du contrat pour être reconnu en tant que bon fils, en assistant ses parents. Mais peut-être que ce n'était pas ce qu'ils désiraient eux, pas à ce point-là en tout cas. D'ailleurs, ils ont voulu payer leur fils à un moment donné, comme pour effacer une dette. Dans son essai sur le don, toujours lui, Marcel Mauss explique que dans les systèmes de dons, celui qui reçoit est toujours temporairement inférieur. Ce que les grands-parents d'Emma ont vécu, c'est ce que Mauss appellerait une inversion du flux du don. Normalement, le don va du haut vers le bas, des anciens vers les jeunes, des parents vers les enfants. Et quand ça s'inverse, les anciens peuvent ressentir une atteinte à leur statut, une humiliation symbolique. Ils deviennent ceux qui reçoivent. En tout cas, cette situation a changé des choses pour le père d'Emma. Il revisite les rapports qu'il entretient avec sa fille. Et plus largement, c'est le mode de fonctionnement de leur famille qui a été remis en question. Même lui, il a changé de rapport avec moi, parce que je vois bien que maintenant, il me demande plus à ce point d'être là, à ce point pour lui, pour les locations. Alors qu'à un moment, c'était juste comme ça. Il fallait que j'assume autant que lui la gestion de la maison que des locations. Même, par exemple, ma tati, elle a dit « Moi, j'en ai marre, j'ai pas envie de... mes vacances... non, sinon, mes parents, ils ont qu'à payer un élagueur, en fait. Mais moi, je veux pas venir à ce point, à chaque fois, faire les trucs. » Donc, un peu chaque génération, au bout d'un moment, un peu parlé et a essayé de changer le système. Et au final, ça a vraiment changé que depuis 1 an parce qu'il y a eu explosion. Le fait d'être solidaire, entre guillemets, l'entraide, même aussi d'essayer de construire un peu un projet commun. En tant que tel, je trouvais ça cool. Mais derrière, quand l'entraide ou la solidarité, ça devient redevabilité, et à ce point, ça devient un sacrifice de soi.
La dette, ce n'est pas un problème en soi. C'est le principe même de la famille. On reçoit, on rend, on transmet. Mais quand rendre devient se sacrifier, quand on donne alors que parfois personne ne l'a demandé, cette dette-là devient une prison pour tout le monde. L'histoire de Mukherjee est douloureuse, mais elle est sortie de sa prison. Et avec Romaric, elle a créé sa propre famille, dont les liens semblent forts. C'est d'ailleurs Jade, sa fille aînée, qui nous a contactés pour que sa mère raconte son histoire. Quand Jade elle m'a dit « Maman, peut-être que tu vas te fâcher, mais j'écoute un podcast et je pense que tu devrais parler, ça va te faire du bien. » Et c'est aussi un moyen pour moi de te dire que je comprends ton passé, je te soutiens. Et j'ai trouvé ça tellement fort et plein d'amour que je lui ai dit merci. Elle avait peur de me faire du mal en me disant ça. Je lui ai dit « Mais c'est la seule chose que je voulais, c'est que je sois comprise et entendue. » Je suis Marie Misset et vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore est de Guillaume Giraud, Elsa Berthaud est en charge de la production. Dans le prochain épisode, on parlera de comment ces questions de patrimoine impactent nos amitiés. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à bientôt.